Bonjour à tous. Alors, je m'excuse, je vais essayer de jongler avec les deux ordinateurs. Voilà, c'est en train de s'installer. Donc, le temps de nous présenter. Alors, je suis donc Béatrice Jalinck-Vigourou. Je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication dans une école d'ingénieurs, je tenais à le souligner, l'Institut national des sciences appliquées. On ne doit pas être très nombreux, mais c'est intéressant de voir qu'on est demandé aussi dans ce type d'école. Et en fait, nous avons une formule un peu différente peut-être de ce qui est passé tout à l'heure avec Alexandra Pasquier, ma voisine à qui je passerai le micro rapidement pour qu'elle se présente. Nous allons en fait, plutôt que de parler l'une après l'autre, essayer de dialoguer. Donc il y a un diaporama commun avec une petite incise pour que Alexandra prenne la parole. Je te laisse te présenter. Bonjour, Alexandra Pasquier. Je suis directeur groupe du groupe Solendi, qui est spécialisé dans le logement social. Il y a deux pôles d'activité, je suis très rapide. Un qui est Action Logement, donc qui accompagne les entreprises pour les aider à loger leurs salariés. Et l'autre qui est Immobilier, qui regroupe des bailleurs sociaux pour construire, gérer, rénover des logements sociaux ou intermédiaires. Et notre principale filiale dans ce domaine est 3F, qui est un des plus gros bailleurs sociaux français. Merci. Voilà, donc cela se met en place. Alors, nous avons décidé de nous poser une question ensemble, finalement, avec Alexandra Pasquier. C'est la question qui est sous vos yeux. Comment aller vers une communication cohérente sur le plan social et environnemental afin de réduire les dépenses énergétiques? Et nous nous pencherons notamment sur l'exemple de l'habitat social lyonnais. Alors, dans quel cadre prend place cette recherche en ce qui me concerne ? Dans le cadre d'une réponse à un appel qui s'appelle IMR, Ignis Mutatres, c'est le ministère de la Communication qui l'avait lancé. L'énergie change la matière, avec un sous-titre peut-être plus éclairant, penser l'architecture, la ville et les paysages au prisme de l'énergie. Et je fais partie d'une petite équipe rassemblant des architectes, des ingénieurs et des communicants, qui a répondu sous le titre « Réalisation énergétique ». Et dans ce cadre-là, cette équipe interdisciplinaire s'interroge sur le logement social lyonnais et sur la façon dont les réhabilitations énergétiques de l'existant engagent des décalages. C'est un terme sur lequel je vais revenir et du coup pose problème par rapport aux résultats attendus. Cette étude, elle vise à constituer des savoirs, mais aussi des méthodes qui ont pour but d'améliorer la cohérence entre les interventions des différents acteurs du secteur du logement. Elle s'intéresse aussi finalement à la façon, et c'est dès le départ qu'on s'est posé la question, à la façon dont on peut inclure les usagers. Mais ça, je vais y revenir. Donc vous avez ici les différents sigles des entités qui participent à ce programme IMR. Donc notamment, je cite quand même l'ENSAL, l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, puisque c'est eux qui ont pris la main, et c'est François Fleury qui coordonne le projet. Donc ce sujet de la requalification énergétique du logement social, il renvoie à un contexte précis à ce jour en France, celui de la précarité énergétique notamment. 8 millions de Français aujourd'hui sont touchés par la précarité énergétique et c'est pourquoi la gestion des ressources dans le domaine de l'architecture devient du coup un problème également social, technique, sociopolitique, en lien avec les représentations sociales qui sont construites et diffusées par ces différents acteurs du logement social. L'idée d'une transition énergétique, d'une rupture énergétique est sous-jacente du coup à cette étude et on s'intéresse bien à l'adaptation de nos sociétés au réchauffement climatique avec des projections sur la ville de Lyon notamment, qui indiquerait qu'en 2070, son climat serait celui d'Alger de 2009, par exemple. Alors, comment on fait en prévision de cette hypothèse-là, qui paraît assez sérieuse ? Et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse aux bâtiments existants, puisqu'on ne peut pas se permettre de se contenter que du nouveau, qui lui est soumis aux régulations, au RT, aux dernières RT. Alors ici, on se pose une question un peu plus précise, donc, sur cette communication cohérente. Et on va voir si on peut proposer quelques pistes,
toutes les deux, de compréhension peut-être des problèmes et puis quelques solutions éventuellement. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, sur quoi travaille-t-on précisément? Donc, c'est un corpus dont je vais rendre compte ici de 8 entretiens anonymes et enregistrés, d'1h30 chacun environ, c'est-à-dire 20 pages d'entretien à chaque fois, et qui ont été réalisés auprès de qui? Auprès de ces fameux acteurs du logement social, donc des ingénieurs, des architectes et des élus, également du Grand Lyon, et puis une personne de l'ADEME également, ADEME Rhône-Alpes, et puis des personnes des bailleurs sociaux. Alors, je ne vais pas peut-être m'attarder sur la méthode, mais sachez que j'ai travaillé sur les représentations sociales associées au terme énergie. Et j'ai mené des analyses de discours, c'est-à-dire recherche de lexique, de thèmes, et enfin une analyse narratologique. Je n'en dirai pas davantage. Dans ce cadre-là, de toute cette étude, donc comme je vous le disais, le projet est centré sur la question des décalages. Finalement, sur le terrain, on pourrait le résumer comme ça, tout ne se déroule pas comme prévu. On a fait des grands tableaux, on a dit en changeant les menuiseries, on devrait économiser tant de pourcentage de kilowattheures. Pas du tout sur le terrain, on n'a pas ce chiffre-là. Donc que se passe-t-il au regard des objectifs du plan climat annoncé sur la ville de Lyon? Et on rentre dans le schéma d'une problématique de politique publique. Alors pourquoi je dis cela? Parce que on s'intéresse bien au comportement des habitants. Du coup, en regardant ces décalages, on attendait des chiffres, on ne les a pas, donc que s'est-il passé? Et puis, on s'interroge du coup sur ce qu'on appelle, dans le cadre de ce travail, ce qu'on appelle la coproduction de la réhabilitation énergétique entre habitants et bailleurs sociaux. C'est une question qui se pose depuis déjà plusieurs années et l'ADEME Rhône-Alpes, par exemple, encourage l'intégration des usagers dans la boucle d'amélioration des processus de réhabilitation. Voilà, alors c'est dit, maintenant, comment on fait? Alors les éclaircissements que le chercheur peut apporter, on va en aborder quelques-uns et on va surtout essayer d'interroger ensemble ce terrain sur lequel on constate ces décalages. Alors je cède la parole tout de suite à Alexandra. Alors justement, en échangeant avec Béatrice, on s'est dit, le logement social, alors pour vous donner un ordre d'idée et replacer au niveau national, aujourd'hui c'est 4,5 millions de logements, ça représente 14% des résidences principales. Donc c'est un secteur qui est vaste, puisqu'il y a 760 organismes regroupés dans 5 fédérations différentes. Donc vous imaginez bien que pour mobiliser tous ces acteurs en même temps et avoir une déclinaison sur le terrain, ce n'est pas évident, d'autant que la notion de client chez les bailleurs sociaux est assez récente. En fait, pendant longtemps, on avait des utilisateurs. Les bailleurs étaient un peu des constructeurs, des gestionnaires, mais ils n'étaient pas forcément dans la relation client et le service justement d'accompagnement dont parlait bien l'équipe précédente, si je puis dire. Alors, dans cette logique de développement durable, on se rend compte quand même qu'il y a une prise de conscience de la profession, puisque l'USH, qui regroupe les 760 organismes dont je vous parlais, a créé un plan d'action de développement durable 2010-2015. Donc c'est une logique qui n'est pas nouvelle dans ce secteur et qui essaye d'être institutionnalisée par des organismes représentatifs. Et là, je vais vous citer seulement 3 points qui ont été sélectionnés, qui vont bien dans l'esprit de ce qu'on a entendu. Le premier qui est l'appel à projet des locataires, donc de bien être dans l'idée justement qu'on a besoin des locataires pour avancer sur ce sujet et que ça ne sera efficace que s'ils sont associés et acteurs de la démarche. Le deuxième, c'est l'étude sur les freins et les leviers du développement durable. Et le troisième, qui est la création d'un observatoire des charges locatives, parce que forcément, ça permet d'avoir un référent, un ciel, et de pouvoir suivre dans le temps s'il y a des résultats ou pas. Merci Alexandra. Alors regardons d'un peu plus près du coup ces décalages et la façon dont les acteurs concernés les identifient et peut-être mettre des choses un peu différentes derrière ces termes. Alors ce que l'on peut regarder, constater, c'est que parfois le décalage renvoie effectivement à un problème de communication. J'ai mis un extrait d'un entretien pour vous l'indiquer.
c'est un cas que l'on trouve. Dans un autre cas, le décalage, c'est le lieu d'une opposition, d'un refus. Ce qui est en décalage, c'est finalement, là où je constate un décalage, c'est que là où j'avais proposé quelque chose, les gens n'ont pas voulu. Hein. Mais ça s'appelle aussi décalage. Le décalage, c'est aussi parce qu'il y a débat. Et on appelle ça un décalage. Là où on pensait qu'il n'y aurait pas débat, on découvre qu'il y a débat et du coup on appelle ça également donc décalage. Ça peut être également la dénonciation d'une communication univoque. C'est simplement, c'est pas que j'ai un autre avis ou que je suis contre, c'est que je voudrais quand même avoir un autre avis que le vôtre. Vous, le bailleur social. C'est un peu ça qui ressort et que les ingénieurs ressentent. Et puis enfin, le décalage, c'est aussi pour les acteurs du logement social tout simplement un échec. Voilà, j'attendais ça, finalement je constate un échec au niveau du résultat, donc j'appelle ça un décalage par rapport à mon attente, sans trop savoir derrière ce qu'il y a. Donc là, on voit bien qu'il y a une difficulté sur le terrain, et que peut-être qu'il y a des problèmes de communication, mais peut-être qu'il y a beaucoup de problèmes de coordination, qu'on pourrait qualifier de politique, dans le sens de coordination du territoire. Et de ce fait, quand on constate cela, du coup, on voit bien que les réponses, les solutions apportées à ces questions des décalages peuvent être très diverses. Ces décalages, peut-être, sont liés notamment à certains schémas, comme celui du diagnostic performance-énergie. Voilà, excusez-moi, je suis allée trop vite parce que je pensais que les deux avançaient en même temps, mais ce n'est pas possible. Et c'est l'ingénieur de notre équipe, Richard Quinta, qui tenait à souligner le problème de cette représentation habituelle. Je pense que vous avez tous vu. Celle de gauche, c'est celle qu'on voit notamment quand on achète un frigo, tout simplement. Celle de droite, elle renvoie aux dépenses en gaz à effet de serre. Ce que l'ingénieur tient à souligner, c'est que le passage d'une case à une autre qui paraît progressif, on passe de 0 à 50, et puis au deuxième, on passe de 50 à 90, et puis en fait, après, on passe de 91 à 150, pour ceux qui arrivent à lire. Et le suivant, on ne monte pas de 50 en 50, mais bien en fait de 150, voire à 300 au bout. Donc il y a une lecture qui est un peu imprécise, finalement, quand on regarde ce type de schéma, et incomplète. Et lui considère que cette information donnée par le DPE, le diagnostic performance énergie, du coup, elle n'est pas suffisante, elle est simplement indicative. Lui, dans son langage, il disait ce n'est que de l'information. Et on pourrait se dire, justement, c'était le but. Mais non, donc on ne peut pas se contenter de cette information-là pour agir, en tout cas pour agir dans la réhabilitation énergétique. Alors, je cède la parole à Alexandra, si elle veut dire un mot. Sur le sujet, je voulais rebondir sur le fait que la consommation énergétique moyenne dans le logement social est de 170 kWh par an contre 240 kWh par an dans le logement locatif privé. Bon, ça montre bien qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits sur le bâti, sur la mise en place des labels, la construction. Et en même temps, si on va au bout, une étude TNS Sofres qui date de juin 2013, donc qui vient de sortir, sur justement les attentes des locataires par rapport au développement durable. Alors je vais rejoindre tout à fait Béatrice. Alors les attentes des locataires, le fait que le développement durable soit une préoccupation majeure, ça vient en première position, bien sûr. Sauf que quand on rentre après un petit peu dans le détail, on se rend compte que pour 75% des locataires, c'est aux bailleurs de faire en sorte qu'il y ait des économies d'énergie qui soient faites dans leur logement, et que pour 85% des locataires, c'est aux bailleurs de mieux isoler leur logement. Donc ils sont dans la logique où en fait c'est leur comportement quelque part n'est pas en cause. En fait, c'est le bailleur qui doit faire en sorte que leur habitat le soit. Sauf que leur habitat est déjà pas mal de ce qu'on peut voir dans les chiffres que je vous ai donnés. Et donc, si on va au bout, une des dernières données qui était faite sur les économies, sur le fait que ça relève, la responsabilité relève pour moitié au locataire lui-même et pour moitié au bailleur social, en fait, ils ne sont plus que 50% à considérer qu'ils ont une responsabilité et qu'elle est partagée. Et donc, en fait, on voit bien qu'il y a un écart entre la mobilisation et quelque part l'action.
Alors pour comprendre mieux cet écart de mobilisation, je vous propose de se pencher sur le concept de méta-récit à travers la notion de post-modernité posée par Jean-François Lyotard, philosophe dans les années 70, qui indiquait dans la condition postmoderne que pour lui il n'y avait plus de grands récits dans notre société. Par là, je le traduis rapidement, on peut comprendre que pour lui les communautés étaient fractionnées, n'étaient plus tournées vers un objectif commun. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit cela au moment où la crise énergétique des années 70 se pose et la crise environnementale. Et pour lui, donc, il ne lit pas du tout cette crise environnementale comme une source potentielle d'un nouveau grand récit. Alors moi, j'ai retravaillé là-dessus et il me semble que l'environnement a la faculté de construire un méta-récit. Je dirais, je n'insisterai pas davantage là-dessus, sauf si vous le souhaitiez ultérieurement. Donc, posant cela, l'environnement au sens très large. Quand je dis environnement, c'est développement durable, écologie, RSE, c'est pour faire court, pour le coup. L'environnement, une pensée qui se rit de toutes les frontières. L'environnement même, on pourrait dire, le regard sur l'environnement nie les frontières. Tout passe, les nuages ne se demandent pas s'il y a une frontière au sol. Et son étude également se rit des frontières. Dans le cadre d'études sur l'environnement, l'interdisciplinarité n'est peut-être pas la règle, mais est fréquente. Et du coup, pose difficulté par là même. Et une difficulté, on pourrait dire, la mise en place de politiques de développement durable dans les entreprises, c'est justement le cloisonnement entre des métiers ou entre des services, des directions qui ne se parlent pas. Donc on peut poser cela, l'environnement serait des frontières, mais c'est une transversalité qui est malgré tout à plusieurs niveaux difficile à construire. Enfin, le lien entre énergie et environnement, pourquoi je m'interroge sur ce méta-récit environnemental à propos de l'énergie, c'est clairement parce que l'énergie est une des thématiques fortes de l'environnement dès ses débuts, et qu'on pourrait considérer comme une des sources du développement durable. C'est parce qu'il y a raréfaction des ressources qu'on s'intéresse à un développement qui puisse justement être pérenne. Donc il y a un fort recoupement et il était intéressant de voir comment l'énergie, comme thématique spécifique, innerve, alimente le méta-récit environnemental qui était mis au jour dans un travail précédent. Pourquoi cet intérêt pour le méta-récit ? Aussi parce que quand on s'intéresse au méta-récit, en fait, on s'intéresse à un méta-récit parmi d'autres méta-récits, donc on pose une polyphonie narrative, on peut le traduire par une polyphonie discursive, et c'est surtout par le concept de méta-récit l'idée qu'il y a plusieurs logiques sous-jacentes en même temps, et que peut-être, je donne une hypothèse, que ce que l'on appelle décalage, c'est le fait qu'on s'exprime parfois dans une logique et parfois dans une autre, d'où les difficultés de compréhension. On est aussi sur le méta-récit environnemental avec la thématique énergétique dans une dynamique d'opposition. Il y a un méta-récit économique du progrès qui est bien installé, avec la consommation plaisir, la consommation rapide, la consommation effrénée, et puis une critique de cette société-là qui a alimenté différents méta-récits, dont clairement le méta-récit de l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le méta-récit du progrès ingère cette critique et pose donc un certain nombre de modifications. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Quand on parlait tout à l'heure de public au pluriel, on est tout à fait dans cette idée-là. Public au pluriel avec des logiques qui sont peut-être plus solides qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors, dans le corpus que l'on a relevé, sur la question de l'énergie, du coup, voilà les différentes logiques qu'on peut voir. L'énergie, c'est un objet philosophique. L'énergie nous permet de vivre. J'ai mis des extraits vraiment très courts. Ou bien c'est... Et là, on est dans le... Pardon, je finis sur l'objet philosophique. Donc, on est dans un lexique parfois du sacré, de ce qu'on ne connaît pas bien, de l'incommensurable, de l'infini aussi. Ou bien on est sur un lexique tout à fait différent, où l'énergie est un objet scientifique et technique. On est dans le langage, le lexique de la science. C'est ce qui permet de faire fonctionner tout ce qui est sur Terre. Le mot fonctionner est à relever. Ou bien c'est un objet organisationnel. L'énergie, c'est des ressources, ça se mesure, ça se compte. Et là, on a un lexique de la gestion, mais aussi un lexique de la finance.
Voilà les différentes représentations rapidement qu'on a pu repérer dans le corpus. Alors qu'est-ce qu'on en fait de cela ? Eh bien, on voit avec Alexandra avant de regarder la suite. C'est dur là. Non, en fait, moi, je voulais rebondir sur quelque chose de très pragmatique qui nous ramène à 40-50 ans en arrière, qui était la politique commerciale de EDF à l'époque, qui disait moins d'énergie par usage et plus d'usage par énergie. Parce qu'en fait, dans les enquêtes qu'a faites Béatrice, c'est ce qui est ressorti, c'est qu'on n'obtenait pas forcément, en mettant à disposition des logements moins énergivores, une baisse de la consommation et une baisse des factures, mais plutôt un report des usages sur un autre mode de vie. Donc quelque part, c'est que les économies d'énergie permettaient de développer une autre consommation, et qu'en fait, ce report était assez compliqué à comprendre finalement, mais c'est quelque part notre logique de pensée dans une société de consommation, et en fait de se replonger sur cette logique d'EDF qui quelque part reste toujours d'actualité si on considère le parcours en fait sur ce sujet-là. C'est ce qui m'est venu à l'esprit de vous apporter. Merci. Alors, avec ces différentes représentations sociales et l'étude narratologique que je passe, on arrive à un grand but, une action, qui sont liées à ces thématiques énergétiques et qui prennent place dans le métarécit environnemental, et qui sont ceux-là. Alors, un grand but, qui serait un monde de la parcimonie, ça c'est spécifique à la thématique énergétique, c'est les besoins, et uniquement les besoins, versus le gaspillage. On a aussi une action innovante qui est proposée dans la thématique, donc l'incitation à l'action du métarécit, avec une action innovante centrée sur un monde de la rupture. On parlait du changement précédemment, j'ai dit le mot transition également. Voilà, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. On faisait d'une façon et on fera d'une autre façon. On peut l'appeler différemment, mais on est bien là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aussitôt dans ces représentations sociales de l'énergie, on a une action qui est collective. Et donc ce monde de la rupture, il se construit collectivement. Si on reprend les expériences qu'évoquait Françoise Bernard de Kurt Lewin, ce qu'il montrait, c'est que les ménagères, quand elles formaient un groupe, elles changeaient plus facilement leur consommation alimentaire. Si je ne dévoile pas toutes ces expériences. Et donc, ici, on voit bien cela. C'est un monde de l'équilibre entre des oppositions fortes, tensions entre économie et politique, et qui sont construits par des groupes qui arrivent, eux, à transcender ces différences-là et entrer dans cette rupture, cette transition énergétique. D'où les besoins de cohérence entre social et environnement, pour revenir à notre question de départ. Ce qu'on pourrait dire, c'est que par rapport à ces métarécits-là, le social, l'univers du social, le logement social, c'est clairement partie prenante du métarécit du progrès. Et c'était l'idée, avec le social, de faire accéder à la prospérité et au plaisir l'ensemble des citoyens. Et là, on est bien dans le métarécit économique du progrès. Et le côté environnement, c'est faire accéder à la citoyenneté et à la beauté. Donc là, on est sur deux grilles de lecture du réel qui sont concurrentes, qui se retrouvent et qui n'induisent pas exactement la même vision de la rupture. Il y en a une qui est simplement un aménagement, on pourrait dire, notamment avec un investissement financier, et une autre qui est une réelle, alors réelle, j'exagère peut-être, mais une modification des comportements. Et nous arrivons à notre conclusion, donc à deux voies. Moi, j'en dirais une partie. Comment donner, je reviens à notre question, comment donner de la cohérence à l'environnement et au social dans la communication. Et là, on dépasse le cadre de l'habitat social. Ce qu'on voudrait vous dire, je laisserai Alexandra s'exprimer pour elle-même, mais il me semble que lier l'homme à la réduction énergétique, c'est indispensable afin de dépasser, quelque part, c'est une piste pour dépasser les métarécits en présence. Il y a des besoins de dialogue, on observe des décalages qui en même temps sont signes de démocratie. Et finalement, est-ce qu'il y aurait une valeur au-dessus de ces métarécits et est-ce qu'on peut s'en tenir à cette valeur-là ?
Parce qu'on pourrait avoir une autre piste qui serait de s'inscrire, de dire on va aller vers un grand méta-récit, ce serait le méta-récit de l'environnement. Si on regarde certains résultats de sondage, l'indicateur de sensibilité profonde à l'environnement qu'avait construit l'IFEN à l'époque montrait qu'il y avait 11% en 2004 des citoyens que l'on pouvait considérer comme très sensibles à l'environnement. Donc, l'option s'inscrire dans le méta-récit environnemental complet ne semble pas une piste très réaliste. Hein. Alors, excusez-moi, ça ne s'affiche pas dans le bon sens. Et ce que l'on regarde du coup, c'est que quel que soit le méta-récit qu'on choisit, c'est du coup le rôle du politique qui est vraiment mis en valeur dans ces décalages sur le terrain, comme coordinateur des différentes actions en présence et comme celui qui va être capable, alors quand je dis le politique, c'est très désincarné, hein, donner du sens à une action commune. Mais le politique, c'est le résultat d'un processus où ce sont des collectivités qui vont élire des personnes qui vont être porteuses de leur vision. Hein, c'est dans ce sens-là qu'on dit le politique qui donne du sens à une action commune, mais en fait qui transmet le sens qu'a construit un collectif sur le terrain. Donc la grande réponse qu'on pourrait donner à comment dépasser ce clivage environnement-social, c'est en passant par cette coordination politique. Alors politique au sens vraiment symbolique, hein, c'est-à-dire ceux qui donnent du sens sur le terrain et qui renvoient pas forcément à une politique partisane. Donc le politique, c'est là celui qui construit des idées, qui donne une vision sur un territoire donné. Donc c'est bien dans sa dimension extrêmement symbolique, c'est-à-dire de construction du sens qu'on renvoie ici aux politiques. Je laisse la parole à Alexandra. En fait, je vais rejoindre tout à fait Béatrice, parce que en échangeant ensemble, sur quoi on a convenu tout de suite, c'est qu'il y avait la nécessité d'une prise de parole commune et concertée de tous les acteurs. Si un bailleur social mène une grande action avec des associations de quartier qui vont aller faire du porte-à-porte, etc., c'est pas mal. Mais si la collectivité n'est pas embarquée aussi dans le processus, si le gouvernement n'est pas lui-même dans une logique de promotion et de valorisation de ces actions, on ne va pas atteindre notre objectif final. Et donc, nous, on ressent vraiment la nécessité d'une volonté et d'un engagement politique fort et de tous les acteurs sur le sujet pour que ça puisse être efficace. Et en échangeant avec Béatrice, qu'on s'est dit, en fait, c'est important que chacun soit à sa place. Parce qu'en fait, quand on prend la place d'un autre, en général, c'est pas très efficace parce que soit on n'a pas la légitimité et que du coup, notre engagement porte pas beaucoup ses fruits, et que si chacun se coordonne et se répartit bien les actions, c'est là où on arrive à des résultats. Et donc, je finirai juste pour vous dire, le plan d'action dont on parlait tout à l'heure, 2010-2015, il en est aujourd'hui au milieu, quelque part. Et dans les résultats qu'on a identifiés, donc la création de l'Observatoire de performance énergétique a été faite. Et un des axes forts qui reste vraiment crucial, c'est l'accompagnement au changement des locataires au-delà de la remise du livret d'accueil. Donc, c'est-à-dire qu'on a bien conscience que, en fait, ce n'est pas que des outils de communication qu'il faut mettre à disposition, c'est tout un accompagnement, tout un coaching et toute une mobilisation pour faire changer les mentalités. Voilà. Je vous remercie. Merci.